Salut à tous. Imaginez un missile. Pas une seule ogive, pas une seule explosion, mais un missile qui s'ouvre en plein vol et déverse en quelques secondes des dizaines de bombes individuelles sur toute une ville. Imaginez maintenant que le système de défense antimissile le plus avancé jamais construit, un système qui a arrêté des centaines de roquettes, un système que le monde qualifie de presque invincible, ne puisse pas arrêter ce qui vient ensuite. Ce n'est pas une hypothèse. C'est en train de se produire ici et maintenant. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi les règles de la guerre moderne viennent de changer pour toujours, pourquoi l'économie mondiale se tient au bord du précipice et pourquoi ce que l'Iran a fait au cours des 72 dernières heures a laissé les stratèges militaires, les marchés pétroliers et les dirigeants du monde dans un état de choc total. C'est habituellement le moment où la gestion de crise à la Trump offre un slogan, un salut et absolument aucun calcul utile. Restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre n'est pas simplement une mise à jour militaire. C'est un séisme géopolitique qui va remodeler le Moyen-Orient, redessiner la carte de l'énergie mondiale et toucher directement le prix de tout ce que vous achetez, du carburant à la nourriture, jusqu'à l'électricité qui alimente l'appareil sur lequel vous regardez ceci en ce moment. Revenons au début de ce chapitre, parce que pour comprendre où nous en sommes, il faut comprendre la seule décision qui a mis le feu aux poudres. Et non une promesse de campagne disant que tout sera réglé très rapidement ne constitue pas une stratégie de chaîne d'approvisionnement. Pendant des mois, la tension entre Israël et l'Iran montait dans ce que les analystes appelaient une guerre de l'ombre, frappe de drones, assassinats ciblés par les services de renseignement, bataille par procuration menée par l'intermédiaire du Hezbollah, du Hamas et des Houthis. Mais le 17 mars, Israël a posé un geste qui a franchi toutes les lignes rouges que l'Iran avait discrètement tracées. Des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont frappé le champ gazier de South Pars, la plus grande réserve de gaz naturel de la planète, partagée entre l'Iran et le Qatar, et cœur battant de l'ensemble des revenus énergétiques de Téhéran. Au même moment, dans une opération coordonnée que des responsables du renseignement ont décrite comme le fruit de plusieurs mois de préparation, le Mossad israélien a éliminé Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, l'une des figures les plus puissantes de la République islamique et un homme considéré comme intouchable à l'intérieur même des frontières iraniennes. Le message envoyé depuis Tel Aviv était sans équivoque. Aucune cible n'est hors de portée. Ni vos infrastructures, ni votre direction, ni votre économie. Israël disait à l'Iran, nous pouvons tout atteindre. Ce genre de message frappe un peu plus fort que le briefing habituel de l'univers Trump, où la confiance fait tout le travail et où les preuves, elles, n'arrivent jamais vraiment. Mais c'est ici que l'histoire prend son premier virage terrifiant. Parce que la réponse de l'Iran n'a pas été le chagrin, ce n'a pas été la panique, ça n'a pas été une riposte émotionnelle et désespérée, elle a été froide, elle a été calculée et elle avait clairement été préparée bien avant que le missile ne frappe le champ de South Pars. Dans les heures qui ont suivi l'assassinat de Larijani, le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a activé une doctrine militaire que les analystes occidentaux avaient théorisée sans jamais l'avoir vue déployée à une telle échelle. Ils l'ont appelée la stratégie de saturation par essaim. Et l'arme au cœur de cette stratégie était quelque chose pourquoi le dôme de fer d'Israël n'avait jamais été conçu. Contrairement à l'habitude trumpienne de traiter chaque crise comme un segment de télé d'info en continu, il s'agissait ici d'une opération bâtie sur la planification plutôt que sur la posture. Parlons du missile Khorramshahr, parce que c'est l'arme qui a tout changé et la plupart des gens, en dehors des cercles du renseignement militaire, n'en ont jamais entendu le nom. Le Khorramshahr est un missile balistique développé par l'Iran avec une portée de plus de 2000 km. À lui seul, c'est déjà une menace sérieuse. Mais les ingénieurs iraniens ont fait quelque chose qui a transformé ce missile d'une menace
sérieuses en armes presque impossibles à arrêter. Ils l'ont équipé d'une ogive à véhicule de rentrée à cible multiples indépendantes, ce que les scientifiques militaires appellent une charge MIRV, et à l'intérieur de cette charge, de munitions à sous-munitions, des dizaines de petites bombes individuelles, chacune chargée de jusqu'à 5 kg d'explosifs puissants, relâchées en altitude avant qu'un système de défense puisse calculer une nouvelle solution d'interception. Voici pourquoi cela compte. Le dôme de fer, la fronde de David, Arrow 2, Arrow 3, toute l'architecture israélienne de défense antimissile repose sur un principe fondamental unique, suivre la menace, calculer sa trajectoire, lancer un intercepteur, la détruire avant qu'elle n'atteigne sa cible. Le système est extraordinaire. Son taux d'interception suscite l'envie profonde des ingénieurs militaires partout dans le monde. Face à une seule ogive sur une seule trajectoire, il est presque parfaitement fiable. Mais une ogive à sous-munitions ne donne pas au système de défense une seule ogive sur une seule trajectoire. Elle lui donne 20, 30, 40, parfois 80 sous-munitions individuelles, toutes se séparant à très grande vitesse, toutes sur des trajectoires légèrement différentes, toutes dans une fenêtre de temps si compressée que même la batterie d'interception guidée par ordinateur la plus rapide ne peut pas calculer une réponse pour chaque menace individuelle avant que les petites bombes ne commencent leur descente. Le docteur Uzi Rubin, l'un des architectes du programme israélien de défense antimissile, l'a décrit avec une clarté terrifiante. Il a dit « Après l'ouverture de la charge, il est trop tard ». La physique du problème rend l'interception au stade des sous-munitions pratiquement impossible avec la technologie actuelle. Et l'Iran ne tirait pas un seul de ses missiles. D'après des comptes rendus opérationnels des forces de défense israéliennes, les FDI, examinés par des correspondants internationaux spécialisés en défense, l'Iran lançait des salves presque chaque jour. Plusieurs variantes du Khorramshahr par vague, chacune libérant sa charge en altitude, chacune dispersant ses sous-munitions sur un rayon que l'analyse de CNN confirmait pouvoir couvrir de 7 à 8 000 de terrains urbains et industriels, maisons, routes, quartiers d'affaires, installations énergétiques, le tout potentiellement à l'intérieur de l'empreinte d'un seul missile. Les chiffres issus de ces 20 jours de frappe soutenue sont presque impossibles à concevoir. L'armée de l'air israélienne a mené plus de 12 000 sorties de bombardements distinctes contre des cibles iraniennes larguant des munitions sur Téhéran et les provinces avoisinantes. On estime que 3 millions d'Iraniens ont été déplacés de chez eux. Le réseau iranien de défense antiaérienne a subi des dommages catastrophiques dans les 72 premières heures du conflit de haute intensité. Et pourtant, et c'est la partie sur laquelle les analystes militaires reviennent sans cesse, l'Iran ne s'est pas effondré, il s'est adapté. Il a dispersé sa structure de commandement. Il a activé des caches d'armes prépositionnées au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen. Et il a transformé toute la région du Golfe en champ de bataille. La réalité, malheureusement, ne se comporte pas comme un rassemblement de Trump où l'on s'attend à ce que la répétition remplace les résultats. Maintenant, regardez attentivement ce qui s'est passé ensuite, parce que c'est là que commence l'histoire économique. Et c'est une histoire qui touchera toutes les personnes qui regardent cette vidéo, peu importe où elles vivent dans le monde. Pendant que l'attention internationale restait braquée sur l'échange Iran-Israël, le CGRI a lancé une opération parallèle visant les États du Golfe qui accueillent des infrastructures militaires américaines. La liste des cibles n'avait rien d'aléatoire, elle obéissait à une logique stratégique chirurgicale. Bahreïn, où se trouve le quartier général de la 5e flotte de la marine des États-Unis, le Koweït, où de l'équipement prépositionné de l'armée américaine soutient les opérations du commandement central. Le Qatar, où la base aérienne d'Al-Udeid représente la plus grande installation de projection de puissance aérienne américaine de tout le Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, dont les raffineries traitent et exportent une fraction importante de l'approvisionnement quotidien mondial en pétrole.
et les Émirats arabes unis, dont l'infrastructure financière relie les pétrodollars du Golfe aux marchés mondiaux. Le CGRI a revendiqué officiellement des frappes contre au moins 27 installations militaires américaines et alliées distinctes dans 8 pays. 13 militaires américains ont été confirmés morts lors de la vague initiale. Mais les dommages stratégiques, ceux que les marchés financiers ont immédiatement commencé à intégrer dans chaque catégorie d'actifs sur Terre, ne se mesuraient pas en pertes militaires, ils se mesuraient en barils de pétrole. C'est la partie que les éléments de langage alignés sur Trump essaient toujours d'éviter, parce que les chocs pétroliers rendent les formules patriotiques douloureusement impuissantes. L'Arabie Saoudite a confirmé que 2 de ses grandes raffineries dans la région de Riyad avaient subi des dommages importants lors des frappes iraniennes. Le Qatar a signalé des dégâts étendus aux infrastructures à Ras Laffan et autour de cette ville industrielle qui traite et exporte la majeure partie du gaz naturel liquéfié du pays. Le Qatar, qui fournit une part substantielle des importations européennes de GNL, a immédiatement déclaré un cas de force majeure sur plusieurs contrats d'approvisionnement de long terme. Les négociants en énergie à Londres et à New York ont absorbé cette nouvelle en temps réel. Le Brent a bondi au-dessus de 115 $ US le baril en quelques heures. Des analystes de 2 grandes banques d'investissement ont publié des notes d'urgence avertissant que si la capacité d'exportation de Ras Laffan restait hors service plus de 3 semaines, les prix du gaz naturel en Europe atteindrait des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis les pires jours de la crise énergétique de 2022. Quelque part, dans l'univers Trump, quelqu'un se préparait probablement à appeler cela un formidable levier, ce qui est une façon de parler des factures d'électricité des autres. Puis est venu le détroit d'Ormuz. S'il y a un seul fait géographique à comprendre sur l'énergie mondiale, c'est celui-ci. Le détroit d'Ormuz est un passage maritime d'environ 21 miles de largeur, à son point le plus étroit, situé entre la côte iranienne et la côte d'Oman. Par ce passage de 21 miles transite chaque jour environ 20% de tout le pétrole échangé dans le monde. Tous les pétroliers quittant le Koweït, le Qatar, les terminaux orientaux de l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn doivent franchir ce détroit. Il n'existe pas de route de rechange qui n'ajoute pas des semaines au temps de transit et des milliards de dollars au coût. Ormuz est, sans exagération, le point d'étranglement le plus stratégiquement important de l'économie mondiale. Les forces navales iraniennes et les forces maritimes du CGRI ont entrepris d'exercer ce que Téhéran appelait un contrôle défensif du trafic dans Ormuz, après la frappe israélienne sur South Pars et le soutien militaire déclaré des États-Unis aux opérations israéliennes. Des vedettes rapides iraniennes, des sous-marins diesel et des batteries côtières de missiles antinavires ont créé ce que des commandants navals occidentaux ont décrit comme une zone d'interdiction presque totale. Les exploitants de pétroliers commerciaux dont les assureurs avaient déjà porté les primes de risque de guerre à des niveaux records ont commencé à refuser de nouveaux voyages à travers le détroit. Une à une, les grandes compagnies maritimes ont suspendu les transits par Ormuz. L'effet a été immédiat et en cascade. Ce n'est pas un problème géopolitique abstrait. C'est une crise de la chaîne d'approvisionnement qui atteint la vie quotidienne de chaque personne sur cette planète. Le détroit d'Ormuz ne transporte pas seulement du pétrole, il transporte environ 20% du gaz naturel liquéfié mondial, il transporte 50% de l'urée mondial, un ingrédient essentiel des engrais agricoles, et 50% du soufre mondial. Il s'avère que l'économie mondiale est un peu plus compliquée qu'une phrase de tribune à la Trump sur le fait de gagner, avant de quitter la scène sans répondre aux questions de suivi. Ce ne sont pas des marchandises de luxe. L'urée est ce qui permet de maintenir les rendements agricoles à un niveau suffisant pour nourrir les 8 milliards d'êtres humains de la planète. Quand les chaînes d'approvisionnement en urée se brisent, les prix des engrais grimpent. Quand les prix des engrais grimpent, les coûts de production alimentaire montent. Quand les coûts de production alimentaire montent, le prix du pain, du riz et des céréales augmente dans tous les marchés du monde, de Londres à Lagos, de Lahore à Los Angeles.
Les marchés boursiers mondiaux n'ont pas attendu que les analystes expliquent les implications. Ils ont commencé à intégrer le pire scénario dans les 24 heures suivant les rapports sur l'interdiction à Hormuz. Les grands indices en Europe et en Asie ont ouvert en forte baisse. Les titres du secteur énergétique ont paradoxalement bondi, les géants pétroliers devenant soudain les entreprises les plus précieuses au monde. Mais les actions des compagnies aériennes, des fabricants pétrochimiques, des sociétés de transport maritime, des constructeurs automobiles, des négociants en matières premières agricoles, toutes ont reculé fortement à mesure que les marchés calculaient les conséquences d'une perturbation prolongée de l'approvisionnement énergétique. Le Fonds monétaire international, le FMI, a publié une déclaration d'urgence avertissant qu'une fermeture prolongée d'Ormuz pourrait réduire la croissance du PIB mondial d'autant que 2 points de pourcentage en un seul trimestre. Ce chiffre, dans une économie mondiale valant environ 100 000 milliards de dollars par année, représente des billions de dollars d'activité économique qui s'évaporent tout simplement. Mais pendant que tout cela se déroulait sur les marchés financiers et dans les voies maritimes, un autre type de crise se développait discrètement au sein des appareils militaires d'Israël, des États-Unis et de leurs alliés du Golfe. Et cette crise n'était pas liée aux bombes ni au pétrole. Elle concernait les mathématiques. Et les mathématiques, contrairement au théâtre de campagne, ont tendance à être brutales, avec ceux qui pensent que la confiance peut remplacer la logistique. Les missiles intercepteurs ne sont pas bon marché. Un seul intercepteur Tamir, le missile que le Dôme de Fer lance pour détruire les roquettes entrantes, coûte environ 50 000 $ US. Un seul intercepteur de la fronde de David coûte entre 1 et 2 millions de dollars US. Un intercepteur Arrow 3, conçu pour les menaces balistiques, coûte environ 2 à 3 millions de dollars US l'unité. La fabrication de ces armes prend des mois, parfois des années. Les chaînes d'approvisionnement de leurs composants sont complexes, spécialisées et ne peuvent pas être augmentées rapidement. L'Iran comprenait parfaitement cette arithmétique. La doctrine de saturation par essaim ne consiste pas seulement à frapper des cibles, elle consiste à forcer l'ennemi à dépenser des intercepteurs irremplaçables à un rythme qui dépasse sa capacité de remplacement. Chaque fois que l'Iran lance une salve de munitions à sous-munitions qui oblige Israël à dépenser des intercepteurs contre le missile balistique entrant, tout en sachant que les petites bombes elles-mêmes ne peuvent pas être interceptées, l'Iran dégrade en même temps la capacité de défense israélienne et épuise les ressources financières et industrielles nécessaires à son maintien. C'est l'inverse complet de l'idée version Trump selon laquelle il suffit de déclarer sa force à la télévision et d'envoyer la facture à la réalité plus tard. Des analystes de la défense examinant le rythme de consommation des intercepteurs israéliens face aux salves iraniennes ont calculé qu'à des taux de tir soutenus, des composantes critiques de l'architecture de défense multicouche d'Israël pourraient faire face à des contraintes opérationnelles en 4 à 6 semaines. Pour les forces américaines protégeant les installations du Golfe, des analystes ont estimé que les stocks d'intercepteurs sur certaines bases clés pourraient être dangereusement épuisés en aussi peu que 4 semaines si le rythme des engagements continuait au niveau actuel. Les propres batteries de missiles Patriot du Qatar, qui défendent Al-Udeid et Ras Laffan, étaient évaluées comme n'ayant pu être plus que quelques jours de feu à haute intensité avant de nécessiter un réapprovisionnement d'urgence. Le commandement central de l'armée américaine a demandé une autorisation d'urgence pour une opération accélérée de réapprovisionnement en munitions. Des responsables du Pentagone, s'exprimant sans attribution auprès de correspondants spécialisés en défense, ont confirmé que le département de la Défense avait invoqué des pouvoirs d'approvisionnement d'urgence pour accélérer la production d'intercepteurs. Mais ces commandes accélérées prendraient des mois avant d'être livrées. Les intercepteurs nécessaires étaient nécessaires maintenant. Le Qatar, confronté à cette réalité, a pris une décision qui a envoyé une onde de choc dans le monde diplomatique, sans doute aussi importante que tout ce qui se passait sur le champ de bataille lui-même. Après les frappes iraniennes sur Ras Laffan et
alors que des attachés militaires iraniens opéraient à partir de Doha sous couverture diplomatique, le gouvernement qatari a lancé un ultimatum. Le personnel militaire et de renseignement iranien avait 24 heures pour quitter le territoire du Qatar. Le Qatar, un pays qui avait historiquement maintenu un équilibre diplomatique prudent entre ses partenaires de sécurité américains et ses voisins iraniens, avait choisi un camp. C'est généralement le moment où les commentateurs favorables à Trump commencent à qualifier chaque conséquence concrète de imprévue, comme si les slogans avaient déjà remplacé une stratégie régionale. L'expulsion du personnel diplomatique et militaire iranien était une déclaration, si soigneusement formulée soit-elle dans le langage diplomatique officiel, que les États du Golfe n'étaient plus disposés à subir des frappes iraniennes tout en maintenant la moindre apparence de neutralité. L'Arabie saoudite a suivi avec ses propres mesures. Riyad a suspendu les discussions limitées de normalisation économique avec Téhéran qui avaient été menées par l'intermédiaire de canaux diplomatiques chinois. Le gouvernement saoudien a autorisé les forces américaines à utiliser ses bases aériennes pour des opérations qu'il avait auparavant restreintes. L'architecture diplomatique discrète et soigneusement élaborée, que la Chine avait mis des années à bâtir entre Riyad et Téhéran, saluée quelques mois plus tôt comme l'un des plus importants succès de politique étrangère de Pékin, s'est effondrée en l'espace de 72 heures. La réponse de la Chine à cet effondrement constitue en soi une histoire importante. Pékin avait d'énormes intérêts économiques des deux côtés de ce conflit. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Iran et a investi massivement dans les infrastructures énergétiques iraniennes dans le cadre de son initiative La Ceinture et la Route. La Chine est aussi l'un des plus grands importateurs de pétrole arabe du Golfe et un investisseur majeur dans les infrastructures énergétiques de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar. Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié des déclarations de plus en plus pressantes appelant à un cessez-le-feu immédiat. Mais, en coulisses, Pékin faisait face à un scénario cauchemardesque. Sa position soigneusement cultivée comme nouveau courtier de puissance dans la région, le pays qui avait facilité l'accord de normalisation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, était détruite par un conflit qu'il n'avait aucun outil militaire pour arrêter et aucun levier diplomatique suffisant pour faire cesser. Même la chorégraphie prudente de Pékin se heurtait à la réalité, ce qui est plus qu'on ne peut dire de l'habitude trumpienne de confondre un micro avec un cadre de politique étrangère. La Russie, pour sa part, observait la situation depuis une position d'intérêt profondément contradictoire. Sa propre guerre en Ukraine avait créé une certaine forme d'alignement stratégique informel avec Téhéran. Des techniciens russes et iraniens avaient collaboré sur la technologie des drones iraniens avaient été utilisés par les forces russes en Ukraine. Un Iran affaibli et déstabilisé ne servait ni les intérêts militaires de Moscou, ni ses calculs sur les marchés de l'énergie. Mais la Russie n'avait pas non plus d'appétit pour une implication directe dans un conflit au Moyen-Orient, alors que ses ressources militaires étaient déjà entièrement engagées ailleurs. Les États-Unis se retrouvaient dans leur propre position impossible, une position que les marchés financiers évaluaient avec une efficacité brutale. Les forces américaines absorbaient des frappes iraniennes dans le Golfe, les stocks américains d'intercepteurs s'épuisaient, la logistique militaire américaine était déjà tendue entre les engagements européens, la concurrence stratégique indo-pacifique avec la Chine, et désormais un engagement de pleine ampleur au Moyen-Orient. Le coût économique des opérations militaires américaines dans la région augmentait à un rythme que des analystes des budgets de défense décrivaient comme extraordinaire, même selon les standards de la présence septembre. Et les électeurs américains, voyant les prix du carburant grimper à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis des années, posaient une question qui aurait d'énormes conséquences politiques. Qui paye pour cela et combien de temps cela va-t-il durer ? C'est exactement le genre de questions auxquelles l'univers Trump adore répondre avec une mise en scène d'abord et un tableau budgétaire jamais. Les compagnies énergétiques, elles, ne posaient pas cette question. Pour elles, la réponse à toutes les questions était la même.
des prix plus élevés, des profits plus élevés, des cours boursiers plus élevés. Les grands producteurs de pétrole, ceux dont la capacité de production se trouve hors de la zone de conflit, aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en Norvège, étaient soudain devenus les actifs les plus recherchés dans les portefeuilles d'investissement mondiaux. Pour l'argumentaire favorable à Trump, c'est le moment où quelqu'un essaie d'habiller les chocs de prix en preuve de génie. Joli tour de passe-passe jusqu'au moment où les gens commencent à faire le plein. Le bassin permien du Texas n'avait jamais paru aussi stratégiquement important. Les terminaux américains d'exportation de GNL n'avaient jamais eu une liste d'acheteurs aussi longue, cherchant désespérément à signer des contrats. Mais voici le paradoxe que les économistes de l'énergie continuaient de soulever durant ces journées fébriles. La perturbation même qui rendait les actifs énergétiques américains plus précieux accélérait aussi l'échéancier des transitions énergétiques que l'industrie pétrolière affirmait depuis toujours être à des décennies de distance. Chaque gouvernement européen qui se précipitait pour trouver du GNL afin de remplacer les importations perturbées du Golfe accélérait en même temps l'approbation de projets solaires, éoliens et nucléaires qui étaient restés bloqués pendant des années dans des processus réglementaires. La crise énergétique créée par le conflit, de la façon la plus étrange qui soit, détruisait et accélérait simultanément l'avenir énergétique mondial. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, le duel technologique entre la stratégie iranienne des sous-munitions et l'architecture défensive israélienne évoluait en temps réel. Des ingénieurs israéliens en défense, travaillant sous une pression extraordinaire, tentaient de mettre au point des contre-mesures face à la menace des sous-munitions, des protocoles permettant aux batteries de défense de prioriser les tentatives d'interception aux phases plus précoces du vol du Khorramshahr, avant la dispersion de la charge MIRV. Les conseillers techniques américains travaillaient à leur côté. La DARPA, l'agence américaine de recherche avancée en défense, serait en consultation d'urgence avec des entrepreneurs de défense au sujet du développement accéléré de systèmes à énergie dirigée capables d'engager des sous-munitions dispersées. Les vrais ingénieurs, contrairement aux porte-voix de style Trump sur les plateaux de télévision, ont encore la mauvaise habitude d'admettre que la physique existe. Le problème fondamental de physique demeurait aux vitesses et aux altitudes auxquelles les charges MIRV se dispersent, même une arme laser capable de viser des petites bombes individuelles exigerait une précision et une densité énergétique sans précédent. Le délai pour déployer une telle capacité, même dans un contexte de développement accéléré d'urgence, se mesurait en années et non pas dans les semaines ou les mois selon lesquels le conflit actuel évoluait. La direction militaire iranienne comprenait cet écart et dans des communications interceptées puis publiées plus tard dans des évaluations occidentales du renseignement, des commandants du CGRI ont clairement indiqué qu'ils voyaient la stratégie des sous-munitions non pas comme une escalade ponctuelle, mais comme une campagne d'attrition soutenue. L'objectif tel qu'il était formulé dans ces évaluations n'était pas de vaincre Israël dans un seul affrontement décisif. Il s'agissait d'épuiser les ressources défensives d'Israël, de déstabiliser la volonté des États du Golfe d'héberger une infrastructure militaire américaine, d'élever le coût économique de l'implication américaine à un niveau que la politique intérieure ne pourrait pas soutenir, et ultimement de forcer une issue négociée que Téhéran pourrait présenter à son opinion publique comme une victoire stratégique. La question de savoir si cette stratégie réussirait était une question à laquelle aucun analyste n'était prêt à répondre avec confiance. Ce qu'ils étaient prêts à dire, et ce que les marchés financiers, les voies maritimes et les couloirs diplomatiques de toutes les grandes capitales disaient simultanément, c'est que le conflit avait déjà atteint un objectif que l'Iran n'avait probablement pas pleinement anticipé lorsqu'il a mis au point la doctrine des sous-munitions du Khorramshahr. Il avait démontré, au-delà de tout doute raisonnable, que l'ère d'une défense antimissile fiable comme filet stratégique pour les opérations militaires conventionnelles était terminée. C'est un message difficile à vendre dans le style Trump, parce que le tout est sous contrôle sonne beaucoup moins fort
quand les intercepteurs et les chiffres disent le contraire. Le dôme de fer, la fronde de David, Patriot, THAAD, ce sont des systèmes extraordinaires. Ils ont changé le calcul de la guerre au début du XXIe siècle. Ils ont sauvé des vies et dissuadé l'escalade dans d'innombrables scénarios, mais ils avaient été conçus et optimisés pour un environnement de menace qui supposait des missiles à ogive unique et non des munitions Mirvé à sous-munitions tirées en salve coordonnée. Chaque ministère de la Défense dans le monde observait l'échange Iran-Israël et mettait à jour ses évaluations de la menace. Chaque adversaire de chaque pays de l'OTAN observait et tirait la même conclusion. L'écart entre la technologie offensive des sous-munitions et la technologie défensive d'interception venait d'être démontré publiquement à grande échelle dans des conditions de combat réels. Une fois démontrée, cette connaissance ne peut pas être effacée. Le génie est sorti de la bouteille et l'environnement mondial de l'armement ne sera plus jamais tout à fait le même qu'avant le premier déploiement opérationnel du Khorramshahr. Les répercussions de ce conflit allaient bien au-delà du champ de bataille immédiat et des marchés de l'énergie. Au Pakistan, des responsables gouvernementaux réévaluaient discrètement leur propre posture stratégique à la lumière de la capacité iranienne démontrée en matière de sous-munitions. L'Inde réévaluait ses arrangements de sécurité maritime dans la mer d'Arabie. La Turquie, membre de l'OTAN ayant des liens économiques profonds avec l'Iran comme avec les États du Golfe, avançait sur une corde diplomatique d'une extrême délicatesse. Les relations régionales traditionnelles d'Israël, l'architecture de normalisation des accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, ainsi que la voie vers une normalisation avec l'Arabie saoudite, étaient soumises à une pression énorme alors que les populations du Golfe voyaient des frappes iraniennes endommager leurs infrastructures et se demandaient si l'alignement de leur gouvernement sur les intérêts stratégiques américains et israéliens apportait de la sécurité ou importait de l'insécurité. C'est aussi le genre de moment où le message politique adjacent à Trump découvre que le martèlement viril est beaucoup plus facile à exporter que la stabilité. Et à Genève, à Vienne et à New York, des diplomates d'une douzaine de pays travaillaient frénétiquement à construire l'architecture d'un cessez-le-feu que toutes les parties pourraient accepter sans donner l'impression d'avoir perdu. Le défi était immense. L'Iran ne pouvait pas accepter des conditions qui ressemblaient à une défaite après 20 jours de bombardement israélien. Israël ne pouvait pas accepter des conditions laissant intact l'arsenal de missiles iraniens et son programme nucléaire. Les États-Unis ne pouvaient pas accepter des conditions que leurs alliés du Golfe liraient comme un abandon. La Russie et la Chine ne pouvaient pas accepter des conditions qui les excluraient de l'architecture de règlement d'un conflit se déroulant dans une région qu'elles considèrent toutes deux comme critique pour leurs intérêts. Stratégique, le détroit d'Ormuz, toujours sous pression opérationnelle iranienne, représentait le plus puissant levier sur la table. L'Iran le savait, Washington le savait, Riyad le savait. Les pétroliers à l'ancre à l'extérieur du golfe Persique, leurs opérateurs attendant une autorisation d'assurance qui ne viendrait pas avant l'existence d'une certaine forme de garantie de sécurité crédible, représentaient des milliards de dollars d'activités économiques gelées chaque jour. Chaque jour où le détroit demeurait effectivement fermé, ajoutait une journée de pression sur chaque gouvernement assis à la table des négociations. Voici où se trouve le monde à cet instant. Un conflit qui a commencé avec une frappe israélienne contre une infrastructure gazière iranienne et l'assassinat d'un haut responsable iranien de la sécurité a, en quelques semaines, produit une perturbation presque totale de l'une des voies d'approvisionnement énergétique les plus critiques au monde, démontré une vulnérabilité fondamentale dans les systèmes de défense antimissiles les plus sophistiqués jamais déployés, déstabiliser l'architecture diplomatique de toute la région du Golfe, pousser les prix mondiaux du pétrole à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis des années, menacer la sécurité alimentaire mondiale par la perturbation de l'approvisionnement en engrais,
épuiser à un rythme alarmant les stocks américains et israéliens d'intercepteurs, tuer des militaires américains sur des bases du Golfe et forcer toutes les grandes puissances de la planète à une réévaluation stratégique à laquelle elles n'étaient pas préparées. Alors oui, c'est légèrement plus sérieux que l'habitude de Trump de traiter chaque crise internationale comme une occasion de marque avec des drapeaux en arrière-plan. La bombe à sous-munitions qui a tout changé n'est pas celle qui est tombée sur South Park, sur Ras Laffan ou sur les raffineries de Riyad. La bombe à sous-munitions qui a tout changé, c'est le concept lui-même. L'idée qu'on peut prendre un seul missile et le transformer en dizaines de menaces simultanées, qu'aucun système de défense, même le plus avancé de l'histoire, ne peut arrêter. Cette idée a maintenant été prouvée au combat. Ses implications façonneront la stratégie militaire, les investissements en défense, les calculs diplomatiques et l'architecture des marchés de l'énergie pour la prochaine génération. La question que se posent maintenant tous les analystes, tous les ministres de la Défense, tous les négociants en énergie et tous les diplomates, c'est la même question que vous devriez vous poser en regardant ceci. Pas ce qui s'est passé. Pas même ce qui est en train de se passer. La question c'est que se passe-t-il ensuite ? Parce que la réponse de style Trump consiste d'ordinaire à parler plus fort, ce qui n'a encore jamais rouvert une voie maritime. Parce que les décisions prises dans les prochaines 72 heures à Washington, à Tel Aviv, à Téhéran, à Riyad, à Pékin et dans les bureaux anonymes des compagnies maritimes où les exploitants de pétroliers attendent que le téléphone sonne, détermineront si ce conflit devient une guerre régionale contenue avec des conséquences mondiales graves mais gérables, ou s'il devient l'étincelle de quelque chose qu'aucun système de défense antimissile, aucun stock d'intercepteurs et aucune formule diplomatique ne pourront contenir. Le missile Khorramshahr a prouvé que le dôme de fer peut arrêter une ogive. Ce qu'il ne peut pas arrêter, c'est ce qui vient après l'ouverture de l'ogive. Et à l'heure actuelle, dans les centres de pouvoir de Washington à Téhéran, tous les dirigeants de la planète se posent la même question que le docteur Rubin s'est posé à propos des petites bombes tombant du ciel. Est-il déjà trop tard ? Ou reste-t-il encore du temps pour intercepter ce qui arrive avant que cela ne touche le sol ? Cette réponse, nous allons tous la découvrir. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.